Je suis Bastien Bailleul, président de l'ISNAR IMG et interne de médecine générale à Lyon. Nous allons aborder lors de ces 30 prochaines minutes une question cruciale, l'accès aux soins en France. Un sujet qui ne cesse d'alimenter les discussions politiques, sociétales, médicales, et qui pourtant semble encore échapper à des solutions adaptées et durables. Mais pourquoi l'ISNAR IMG se saisit-elle de ces sujets? L'ISNAR IMG est l'intersyndicale nationale chargée de représenter, défendre et informer les internes de médecine générale. Nous regroupons 24 subdivisions, c'est-à-dire 24 syndicats et associations locales qui correspondent aux régions où nous réalisons notre internat. Vous engager dans vos syndicats locaux, c'est faire vivre notre structure et permettre de faire évoluer la médecine générale en portant vos voix. L'accès aux soins est une large question pour laquelle notre avis est régulièrement demandé. L'accès aux soins, c'est la capacité pour les patients et patientes à recevoir des soins quand ils sont nécessaires et dans un périmètre raisonnable. L'accès aux soins soulève donc, entre autres, la question de l'installation des jeunes médecins, des difficultés financières de nos patients et patientes, mais aussi de dispositifs tels que l'AME, l'aide médicale d'État, régulièrement remise en cause. Il est pourtant un dispositif central pour l'accès aux soins de certaines populations précaires. Quand on parle d'accès aux soins, la notion des déserts médicaux revient souvent et on oublie de définir clairement le problème. Reprenons ensemble. L'accès aux soins n'est pas qu'une question de localisation des médecins. Il reflète une crise systémique issue d'un manque global de professionnels de santé et d'une organisation mal adaptée à la réalité des besoins. Pour ce flash actualité, nous ferons dans un premier temps un état des lieux de l'accès aux soins en France. Ensuite, nous verrons deux situations, celle de l'Allemagne et du Québec. Enfin, nous exposerons les propositions de l'ISNAR IMG pour un meilleur accès aux soins. Commençons par poser le contexte. Les difficultés d'accès aux soins naissent d'un déséquilibre entre la demande de soins de la population et l'offre de soins que peuvent fournir les professionnels de santé. La diminution de l'offre de soins découle d'une série de décisions politiques historiques, dont principalement l'instauration du numerus clausus, limitant le nombre de médecins formés. Mais pourquoi un numerus clausus en 1971 ? Quelques années avant sa création, la France connaît les mouvements de mai 68, qui proposaient d'ouvrir davantage l'accès aux études à toutes et tous. Alors pourquoi, en médecine, plutôt que d'ouvrir l'accès, nous avons fermé les vannes ? Le numerus clausus a été principalement instauré pour des raisons économiques et budgétaires, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques et de planification du système de santé. Plusieurs facteurs ont motivé cette décision. Dans les années 60, le système de protection sociale et l'assurance maladie connaissent une forte expansion, accompagnée d'une hausse des coûts de santé. La pensée dominante à l'époque était que plus il y avait de médecins, plus la consommation médicale augmentait et plus les dépenses de santé se majoraient. À cette époque, les pouvoirs publics estimaient que la France formait trop de médecins, en comparaison avec les besoins projetés sur la décennie suivante. Une surabondance de médecins qui aurait pu, selon certains économistes de la santé, conduire à une diminution des revenus des praticiens et praticiennes, et donc à des tensions dans la profession. L'État et les autorités sanitaires ont donc souhaité organiser la démographie médicale en régulant l'entrée dans la formation. Quand il est instauré, le numerus clausus ouvre environ 8500 places en médecine. Dans les décennies suivantes, une réduction drastique s'opère, jusqu'à atteindre 3500 en 1993. C'est le niveau le plus bas jamais atteint. Face aux tensions croissantes sur l'accès aux soins, le numerus clausus est progressivement relevé à partir des années 2000 pour atteindre 8205 en 2017. Malgré cette augmentation, il est trop tard. Il faut une dizaine d'années pour former un médecin. En 2019, la loi Ma Santé 2022 acte la suppression du numerus clausus, remplacé dès 2021 par un numerus apertus. Ce dernier permet aux universités, en lien avec les agences régionales de santé, de fixer elles-mêmes leur capacité de formation. Conséquence directe, le nombre d'admissions en deuxième année atteint 10 420 en 2022. Mais ce numerus apertus est aujourd'hui limité par les capacités physiques de nos facultés à nous accueillir. Pas assez de places dans les amphithéâtres, pas assez d'enseignants et d'enseignantes, pas assez de logements pour les étudiants. Oui,
50 ans de numerus clausus nous ont fait prendre 50 ans de retard dans l'agrandissement de nos facultés et donc dans l'augmentation de nos capacités de formation. Si le nombre total de médecins n'a jamais été aussi élevé, ce n'est toujours pas suffisant pour répondre aux besoins de la population. Sur ce graphique, qui représente la démographie médicale en fonction des années, nous voyons que même si les effectifs des autres spécialités augmentent, en orange, les généralistes, en bleu, diminuent inexorablement. Entre 2012 et 2021, leur effectif a chuté de 5,6% et la tendance est loin de s'inverser. Aujourd'hui, la majorité des médecins a plus de 50 ans et le nombre de départs en retraite reste supérieur au nombre de nouveaux et nouvelles formés. Progressivement, une pénurie médicale s'est donc creusée. En parallèle, la demande de soins augmente en raison de la démographie populationnelle. D'une part, nous comptons aujourd'hui 12 millions d'habitants et d'habitantes de plus qu'en 1990. Et nous observons qu'un vieillissement de la population avec une augmentation de la proportion de personnes de plus de 65 ans. Avec ce phénomène, qui est notamment dû au progrès de la médecine, les pathologies chroniques se multiplient, engendrant une demande de soins accrue. Le constat est sans appel. En 2021, plus de 6 millions de Françaises et Françaises n'ont pas de médecin traitant. Cela signifie que des millions de personnes, en France, n'ont pas accès à des soins primaires essentiels. Ce constat est d'autant plus préoccupant que la notion de désert médical, qui est souvent mise en avant, est mal comprise. Le problème ne se limite pas à une répartition inégale des médecins. Contrairement aux idées reçues, la répartition géographique des médecins généralistes libéraux est globalement homogène en France. Et notre profession reste la mieux répartie sur le territoire, comme vous pouvez le constater. À titre d'exemple, voici la répartition des infirmiers libéraux et des masseurs-kinésithérapeutes en France en 2021. Ces deux professions subissent une régulation à l'installation. La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou DRES, qui nous fournit ces cartes, interprète la profession des généralistes comme mieux répartie sur le territoire, sans aucune régulation, par rapport à nos collègues paramédicaux. Cependant, même si notre répartition n'est pas la cause des difficultés d'accès aux soins, nous ne pouvons répondre convenablement aux besoins croissants, notamment dans les zones dites sous-dotées. Aujourd'hui, 87% du territoire français est considéré comme médicalement sous-doté. Les différents zonages, c'est-à-dire le découpage du territoire français selon les difficultés d'accès aux soins, sont établis par les agences régionales de santé et actualisés tous les ans comme suit. Les zones hors zonage, que vous voyez en blanc, elles sont considérées comme moins en difficulté et non éligibles aux différentes aides, c'est-à-dire des zones normalement dotées en médecins. Les zones d'action complémentaire, ou ZAC, qui sont en orange, elles sont en difficulté. Les zones d'intervention prioritaire, ou ZIP, en rouge, en grande difficulté. Plusieurs indicateurs sont utilisés pour définir les zonages et mesurent l'adéquation entre l'offre et la demande de soins à une échelle locale. Parmi eux, l'activité et l'âge de la population, par exemple. Ces zonages ne correspondent pas à une simple densité médicale. Ces zones ZIP et ZAC concentrent les efforts des politiques publiques. Mais ce classement cache une réalité plus complexe. Même dans des villes comme Montpellier, Nice, Nantes, Bordeaux ou même Paris, souvent perçus comme des oasis médicaux, des ZIP existent bel et bien. L'accès aux soins demeure donc difficile pour de nombreux et nombreuses habitantes. Notons tout de même, et il est primordial de le préciser, qu'il n'existe pas, en France, en 2025, une seule zone surdotée. Devant l'évolution rapide de ces zones, l'ISNAR-IMG demande à ce que les zonages ARS soient réévalués tous les ans, afin d'évaluer au plus près les difficultés d'accès aux soins, surtout durant cette période complexe. Mais quelles sont les menaces des difficultés d'accès aux soins sur notre profession ? Face à ce défi populationnel et une méconnaissance importante de ces sujets, certains politiques prônent des mesures coercitives. La coercition, ou action de contraindre, est le nom que l'on donne à toute forme d'installation régulée des médecins. Mais que nous apprend l'expérience internationale sur la coercition ? Regardons l'Allemagne et le Québec, deux systèmes souvent cités en exemple, car leur système de santé est comparable au système français.
L'Allemagne a tenté de réguler l'installation des médecins dès 1993 pour combler les déserts médicaux, en empêchant ceux qui voulaient s'installer en ville de le faire si un quota était atteint. Mais cette approche a échoué. Les jeunes médecins n'ont pas forcément choisi les zones sous-dotées, préférant d'autres modes d'exercice. Résultat, les inégalités d'accès aux soins ont persisté, voire empiré. Au Québec, la situation n'est pas meilleure. La contrainte mise en place n'a pas permis de résoudre les problèmes d'accès aux soins. Et là encore, elle a contribué à démotiver les médecins et à les détourner de la médecine générale ambulatoire. En effet, au Québec ont été instaurés les plans régionaux d'effectifs médicaux, ou PREM, qui imposent des quotas de médecins par région. Face à une liberté d'installation limitée, les médecins ont préféré attendre une ouverture dans la région de leur choix, tandis que d'autres sont simplement partis exercer ailleurs au Canada ou à l'étranger, aggravant encore plus la pénurie. Comme en Allemagne, ce système rigide et mal adapté n'a pas permis de rendre plus attractifs les territoires, ne permettant pas d'améliorer l'accès aux soins. Et, même quand des médecins ont accepté de s'installer en zone sous-dotée, rien ne les a retenus une fois leur obligation terminée. Beaucoup sont partis parce que ces zones sous-dotées n'ont pas été rendues attractives. En effet, les médecins, comme tout professionnel, choisissent leur lieu d'exercice en fonction des conditions de vie et de travail. C'est ce que nous mettons en avant dans notre contribution récente sur les déterminants à l'installation, réalisée en collaboration avec Réagir, le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants, et avec l'ANEMF, l'Association des étudiants en médecine de France. Notre contribution regroupe les résultats de nombreux travaux de thèse de médecine générale. Ce document permet de constater que si les territoires ne sont pas attractifs, c'est-à-dire qu'ils ne proposent pas de perspectives professionnelles pour le ou la conjointe, qu'ils ne proposent pas un équilibre de vie satisfaisant, qu'ils ne proposent pas des infrastructures de transport ou scolaires, les médecins ne s'y installent pas. Face à cet échec, l'Allemagne et le Québec ont changé de stratégie, misant sur des mesures incitatives, prime à l'installation, revalorisation de la rémunération des médecins exerçant en zone sous-dense, aide financière pour les locaux et le matériel, bourse pour les étudiants en médecine, aide au recrutement d'assistants médicaux pour alléger la charge administrative, amélioration de l'organisation du travail en développant le travail en équipe pour éviter l'isolement, ou encore décentralisation de la formation en ouvrant des antennes universitaires en région pour habituer les futurs médecins à y exercer dès leurs études. L'enseignement que l'on peut tirer de ces deux exemples est clair. La coercition ne fonctionne pas. Elle démotive, ralentit l'installation et pousse certains médecins à partir. Pour garantir un accès aux soins durable, il ne faut pas imposer les installations. Il faut offrir aux médecins des conditions de vie et de travail attractives et adaptées à la réalité du terrain. Ajouter des contraintes administratives à notre métier ne fait qu'éroder son attractivité. Et dans un contexte de pénurie, il est primordial d'attirer et de donner l'envie de rester aux jeunes professionnels. C'est pourquoi nous devons penser différemment. Au lieu de contraindre, nous devons encourager. Au lieu d'imposer, nous devons accompagner. Et quelles seraient les suites d'une régulation à l'installation imposée en France? Évidemment, de même que chez nos confrères et consoeurs d'Allemagne et de Québec, nous irions nous installer en périphérie de ces zones artificiellement interdites. Nous irions vers d'autres modes d'exercice. Nous irions travailler dans d'autres pays. Cette année, tous les postes de médecine générale n'ont pas été pourvus à la suite des épreuves dématérialisées nationales, ou EDN. À quoi nous attendre si nous continuons à rajouter des contraintes sur notre exercice? Comment ne pas craindre, à plus long terme, la fin de la médecine ambulatoire? Au final, avec la coercition, nous déshabillons Pierre pour habiller Paul, mais nous perdons beaucoup de vêtements en route. Alors quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en avant, en France, nous, internes de médecine générale? Comment rendre les territoires attractifs et nous donner envie de nous y installer et d'y rester durablement? La solution passe par une approche globale qui commence dès la formation des futurs médecins. Former, accompagner,
Inciter, soutenir, voilà les piliers sur lesquels nous devons bâtir notre politique d'attractivité. Imposer, contrôler, coerciser doivent être bannis des politiques de santé. Il est urgent aujourd'hui que nous puissions libérer plus de temps médical. Il est donc urgent de mettre en place des actions concrètes. L'ISNAR-IMG propose en ce sens l'autodéclaration des arrêts de travail de courte durée, la suppression des certificats médicaux ne nécessitant pas de demande de soins, comme les certificats enfants malades ou la limitation des certificats de non-contre-indication à la pratique d'un sport, mais aussi la réalisation de bons de transport en autodéclaration sur Amélie avec validation par la caisse primaire d'assurance maladie. En parallèle, depuis 2023, et grâce aux actions conjointes de l'ISNAR-IMG et de Réagir, la loi prévoit que chaque département se dote d'un guichet unique d'accompagnement à l'installation. L'idée est simple, proposer à chaque interne, à chaque médecin, un ou une interlocutrice privilégiée pour l'accompagner dans son projet professionnel et ainsi lever les différentes difficultés à l'installation sur le plan professionnel et personnel. L'accompagnement personnel est une dimension essentielle que nous avons trop souvent négligée. Les médecins ne s'installent pas seuls. Ils et elles viennent avec leur famille, leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants, leurs chats, leurs chiens. Nous devons prendre en compte la question du logement et l'emploi du conjoint et de la conjointe et de la garde des enfants. Là encore, les guichets uniques doivent jouer leur rôle pour simplifier les démarches et créer un environnement où les professionnels peuvent s'installer sans craindre de sacrifier leur qualité de vie. J'en profite pour remercier un partenaire de notre congrès, Présence Médicale 64, pour la qualité de son guichet unique. Je vous invite toutes et tous, médecins et représentants des départements, à aller les voir. L'ensemble de nos propositions sur les guichets uniques sont également disponibles sur notre site internet et j'encourage les élus locaux présents ce jour à vous servir dans vos départements avec l'appui des syndicats et des associations locales d'internes, afin de lutter contre les difficultés d'accès aux soins sur vos territoires, en accompagnant efficacement les jeunes médecins. Ensuite, il faut agir sur l'accès aux études de médecine. Aujourd'hui, nous formons nos médecins presque exclusivement dans les grandes villes, autour des CHU. Et après, les politiques et élus locaux s'étonnent que nous restions en ville. À l'ISNAR-IMG, nous soutenons la création d'antennes universitaires, c'est-à-dire l'implémentation de facultés de médecine dans des territoires où elles sont absentes. En plus d'augmenter la capacité totale de formation, cela favorise la diversification des profils des jeunes médecins, en développant des parcours adaptés pour les étudiants issus de milieux ruraux ou de zones sous-dotées, sans imposer de quotas rigides. Il faudra évidemment y associer une majoration des indemnités de transport, une amélioration des hébergements et faciliter la mobilité des étudiants en médecine vers les territoires qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, dès les études, nous devons être préparés en tant que futurs médecins à notre rôle de soignants, mais pas seulement. L'ISNAR-IMG souhaite introduire des modules de gestion, de comptabilité, de nomenclature dans notre formation, afin de nous donner les outils pour nous projeter dans une installation libérale, nous expliquer les démarches et les aides existantes. Il est crucial que nous connaissions bien ces dispositifs avant de nous retrouver seuls face à ces choix. Mais la formation universitaire, seule, ne suffira pas. Il faut créer un environnement professionnel favorable pour ces futurs médecins. Cela passe par le recrutement davantage de maîtres de stage. Il est impératif de former davantage de médecins enseignants, de les accompagner dans cette mission et d'inciter ceux et celles qui exercent en zone sous-dotée à accueillir des internes. Car nous le savons, un ou une médecin formé dans un territoire a plus de chances de s'y installer durablement. L'attractivité, c'est aussi une question de conditions d'exercice et de modernisation des lieux d'exercice. Les jeunes générations aspirent souvent à une nouvelle manière de pratiquer la médecine. Ils et elles veulent un exercice coordonné, en lien avec d'autres professionnels de santé, dans des structures adaptées à la réalité de la médecine moderne. Au-delà de l'offre de soins, nous devons aussi agir sur la demande. La meilleure manière de désengorger notre système de santé est d'investir massivement dans la prévention. Nous devons investir dans l'éducation à la santé, dans la lutte contre les addictions, dans la réduction des inégalités sociales et environnementales,
qui aggravent les pathologies chroniques. La prévention est essentielle pour soutenir la durabilité du système de santé français face au vieillissement démographique. Notre modèle reste très centré sur le curatif et les services de prévention demeurent insuffisamment développés. Les soins de grande qualité ne suffisent plus. Il faut un véritable changement de culture pour permettre une prévention et de la mettre au cœur de la santé publique. Je crois que vous allez le comprendre au fil des présentations, c'est le thème de notre congrès. Il faut penser global. Ce n'est qu'en repensant globalement notre système, en articulant formation, accompagnement, incitation financière et amélioration des conditions d'exercice que nous pourrons réellement garantir l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Ce qui fonctionne, ce sont des politiques qui donnent envie aux soignants d'aller là où on a besoin d'eux et surtout d'y rester. Je conclurai en disant que les inégalités d'accès aux soins ne sont pas une fatalité. Les solutions existent. À nous de les mettre en valeur et aux politiques de s'en saisir. Merci pour votre attention. Je suis disponible pour quelques questions si vous en avez. Bonjour. Dans les constats, vous avez parlé de la question du numerus clausus et du numerus apertus, mais on ne le voit pas apparaître après dans les revendications, dans les solutions. Merci pour la question. Effectivement, un des leviers pour améliorer l'accès aux soins en France aujourd'hui, c'est d'augmenter les capacités de formation des universités. Et c'est là qu'on fait ce constat. 50 ans de numerus clausus, c'est 50 ans pendant lesquels, à aucun moment, des travaux d'agrandissement et de modernisation des facultés n'ont été effectués. Le numerus apertus, il nous a permis d'augmenter la capacité de formation au maximum de la capacité d'accueil des facultés. De ce fait, aujourd'hui, on sature. On a besoin de travaux de grande ampleur, d'augmenter la taille de nos facultés et d'augmenter drastiquement le nombre d'enseignants et d'enseignantes, pour ainsi former plus de médecins. Un des leviers, c'est le développement des antennes universitaires, directement dans les territoires, qui vont nous permettre d'augmenter directement avec de nouveaux lieux notre capacité de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'avais une question par rapport au territoire d'outre-mer. Il y a du coup certaines populations qui sont obligées de venir faire leur externat et leur internat en hexagone, alors qu'on est plusieurs à aller faire des FFI là-bas. Est-ce que l'ESNA-IMG a une position particulière sur la question ? Au niveau des territoires d'outre-mer, il me semble, il manque déjà des externats complets dans tous les territoires d'outre-mer, et encore plus derrière la possibilité d'avoir un internat. Ce qui est regrettable, c'est que des étudiants qui viennent de ces régions doivent retourner en France métropolitaine pour être formés, avec le risque, pour elles et puis pour les habitants de ces territoires, de ne pas les voir revenir pour exercer chez elles et eux. À ce niveau-là, ce qu'il faut, c'est soutenir, pareil, le développement d'universitarisation des territoires, et donc de soutenir le développement d'un externat dans ces zones-là, puis d'un internat, pour permettre à ces étudiants et étudiantes de suivre un cursus complet dans leur territoire de formation. D'autres questions ? Bonjour. Concernant les antennes universitaires, comment est-ce que vous compteriez trouver des PUPH pour enseigner dedans ? Que ce soit les professeurs ou les maîtres de conférences, nos enseignants et enseignantes en général, ils sont déjà bien diffus sur tout le territoire. Ils existent. Maintenant, il n'y a plus qu'à les rassembler et leur permettre d'avoir un lieu où ils vont pouvoir enseigner. La limite aujourd'hui, elle est matérielle. Il faut construire des antennes pour nous accueillir, construire des salles. Les professeurs, on les a, les enseignants et enseignantes, on les a. Et après,
si je puis rajouter un tout petit peu, on soutient évidemment le fait d'augmenter le nombre d'enseignants et d'enseignantes, notamment en médecine générale. On est la filière, en tout cas la spécialité médicale, et avec la filière universitaire de médecine générale, qui est la plus récente. Elle est encore aujourd'hui en plein développement, et on va soutenir et mobiliser pour obtenir, année après année, de plus en plus de postes pour les enseignants de médecine générale, ce qui va encore simplifier cette démarche d'ouvrir des antennes universitaires. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais. Moi, j'étais dans une antenne périphérique justement de Poitiers, mais cette antenne, elle n'a pas tenu, elle a tenu 3 ans. Pourquoi ? Merci pour ta question. Je dois t'avouer que je ne suis pas particulièrement au courant de la situation précise de cette antenne à Poitiers. Dans tous les cas, cette situation, elle n'est pas acceptable. On a eu, si je te comprends bien, l'occasion d'ouvrir une antenne. On doit tout faire pour la maintenir. Permettre à une antenne de fermer, c'est reculer. Et c'est perdre en capacité d'accès aux soins. Et ça, on le critique. On ne peut plus laisser faire ça. Merci pour ta question. Il y a une autre question encore. Bonjour. Moi, j'aurais une question à propos de la proposition justement d'apporter plus de solutions pour avoir des antennes périphériques. J'ai l'impression que c'est une solution que j'ai pas beaucoup entendu sortir de la bouche du législateur. Et je me demandais comment ils accueillent cette proposition. Aujourd'hui, la plupart des politiques, quand on leur dit qu'il faut absolument ouvrir des antennes universitaires, donc augmenter la capacité de formation, ils sont super contents. Le ministre de la Santé, Yannick Noder, il est complètement favorable au fait de former de plus en plus de soignants et de soignantes, que ce soit en médecine ou dans toutes les autres spécialités, médicaux, paramédicaux. Les politiques, on les avertit. Maintenant, c'est à eux et elles de jouer leur rôle de politique, de trouver les financements et de lancer le développement de ces antennes universitaires. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Plus de questions ? On va pouvoir à présent du coup conclure ce flash actualité. Merci pour votre attention. On va maintenant faire une pause. Une pause bien méritée dans le hall partenaire et on reprendra après à 11h30 pour 2 boîtes à outils et la présentation des candidats au prix Varnet. À tout à l'heure.